Mercure. À peine plus grande que la Lune, la planète Mercure est la plus petite du système solaire, 20 fois moins massive que la Terre. C'est aussi la plus proche du Soleil puisqu'elle gravite à seulement 0,4 unités astronomiques de notre étoile. Bien qu'elle soit très proche du Soleil avec 180 degrés en moyenne en surface, Mercure ne détient pas le record des températures les plus élevées. Celle-ci revient à Vénus en raison de son atmosphère très dense qui crée un puissant effet de serre. À la surface de Mercure, quasiment dépourvue d'atmosphère, la lumière du Soleil est 7 fois plus brillante et intense que sur Terre, et notre étoile apparaîtrait 3 fois plus grande dans le ciel pour un observateur. Mercure est la planète la plus rapide du système solaire car à 47 km par seconde, seulement 88 jours lui suffisent pour faire le tour du Soleil. Fin 2011, alors que les 3/4 de la durée de la mission primaire sont écoulés, la sonde Messenger a fourni de nouveaux éclairages sur Mercure dans plusieurs domaines. Des photographies énigmatiques des dépôts brillants situés au fond de certains cratères avaient été prises lors des survols de Messenger qui avaient précédé sa mise en orbite. De nouvelles photos prises avec une résolution allant jusqu'à 10 mètres par pixel ont révélé qu'il y avait à ces emplacements des groupes de cavités d'une taille variable comprises entre quelques centaines de mètres et plusieurs kilomètres. Ces formations sont souvent entourées de halos de matière hautement réfléchissantes et sont généralement associées à des roches éjectées par le processus de formation de cratères. Ces formations les plus brillantes présentes sur la planète n'avaient jamais été observées auparavant sur aucune autre planète ou lune du système solaire. L'origine de ces dépressions n'est pas expliquée, toutefois leur apparence qui donne l'impression de résulter d'une gravure suggère qu'elles se sont formées par enlèvement de matériaux depuis la surface. Une des théories avancées est que ces dépressions résultent de la sublimation des éléments volatiles contenus dans la roche. Par ailleurs, les photos prises confirment que les déformations affectant la croûte de Mercure sont essentiellement liées à la contraction de la planète et sont à l'origine de gigantesques escarpements lobés et de failles, mais il existe également des dizaines de zones, généralement situées à l'intérieur des cratères ou de bassins qui présentent au contraire des signes d'expansion de la croûte. Le spectromètre à rayons X a effectué plusieurs découvertes importantes sur la composition du sol de Mercure. Contrairement au sol de la Lune, celui de Mercure n'est pas dominé par les roches riches en feldspath. Les mesures ont également confirmé des observations effectuées par télescope depuis la Terre, suggérant que des sulfures sont présents à la surface de Mercure. En conséquence, les blocs de matériaux qui ont formé la planète étaient moins oxydés que ceux ayant servi à la formation des autres planètes intérieures. Cette théorie aurait des répercussions importantes sur notre compréhension du volcanisme sur Mercure. L'altimètre de Messenger a permis de montrer que les sommets les plus importants sur Mercure s'élèvent à 9 km, comparables à l'Everest sur Terre. Le magnétomètre embarqué a permis de déterminer après plusieurs orbites que l'équateur magnétique de Mercure est à 480 km au nord du centre de la planète. Le noyau métallique fondu situé au cœur de la planète, à l'origine du champ magnétique, comporte donc une importante asymétrie nord-sud. En conséquence, le champ magnétique comporte un trou important au niveau du pôle sud qui permet aux particules du vent solaire de frapper la surface de Mercure. Ce phénomène arrache des atomes de la surface qui viennent alimenter l'atmosphère ténue de Mercure tout en polissant le sol. D'autres résultats ont été produits durant les extensions de la mission, comme le spectromètre à neutrons de la sonde spatiale qui a définitivement démontré que de la glace d'eau se trouvait à la surface de Mercure malgré sa température très élevée jusqu'à 400 degrés. Celle-ci se trouve stockée à l'intérieur de cratères en permanence à l'ombre, situés dans les régions polaires de la planète. Les caméras montrent à ces endroits un matériau sombre qui, selon les hypothèses des scientifiques, serait constitué d'un matériau riche en molécules organiques, comme en transportent les comètes et les astéroïdes qui sont supposés être à l'origine de cette eau. Cette découverte remet en cause le modèle de formation de la planète. Le noyau métallique de Mercure en se refroidissant a entraîné une diminution du diamètre de la planète du fait du volume moins important occupé par le métal en phase solide. Des falaises hautes de plusieurs kilomètres et longues de plusieurs centaines de kilomètres qui résultent de cette contraction se sont formées et sillonnent la surface actuelle de la planète. Les données recueillies par l'altimètre de Messenger indiquaient une réduction du diamètre de la planète d'environ 7 km.
Au cours de sa mission, Messenger a effectué 4104 fois le tour de Mercure et a pris plus de 270 000 photos. La caméra grand angle de Messenger a réalisé entre le 3 et le 16 novembre 2010 34 photos qui ont permis par photomontage d'obtenir un portrait de l'ensemble du système solaire. Seules les planètes Uranus et Neptune n'y figurent pas car situées entre 3 et 4,4 milliards de kilomètres, elles ne peuvent pas être discernées à cette distance. Après avoir étudié la topographie de l'hémisphère nord et caractérisé les éléments volatiles présents dans les cratères constamment ombragés des pôles, la sonde s'est écrasée à la surface de la planète en avril 2015. Place à présent à une nouvelle mission qui fait actuellement route vers Mercure, Baby Colombo, parti le 19 octobre 2018, les deux sondes de cette mission des agences spatiales européennes et japonaises seront placées en orbite autour de la planète en décembre 2025. Vénus. Joyau du ciel, connu des anciens astronomes sous le nom d'étoile du matin et d'étoile du soir, considérés alors, à l'époque, comme étant deux corps célestes bien différents. La planète Vénus doit son nom à la déesse romaine de l'amour et de la beauté voilée par d'épais nuages tourbillonnants. Les astronomes réfèrent Vénus comme étant la planète sœur de la Terre. Les deux planètes sont similaires en grosseur, en masse, en densité et en volume. Elles se sont formées à peu près en même temps et se sont condensées à partir de la même nébuleuse. Cependant, son destin en a décidé autrement et l'a rendue au fil du temps très différente de la Terre. Elle ne possède pas d'océan et est entourée d'une lourde atmosphère composée principalement de dioxyde de carbone. Ces nuages sont composés de gouttelettes d'acide sulfurique. La pression atmosphérique à sa surface est de 93 fois celle de la Terre au niveau de la mer. Mais alors, comment en est-elle arrivée là ? La deuxième planète la plus proche du Soleil a vu peu à peu son océan s'évaporer. Or, la vapeur d'eau est un redoutable gaz à effet de serre permettant aux rayons du Soleil de chauffer la planète sans laisser la chaleur s'échapper. Le réchauffement global s'est accéléré et en quelques centaines de millions d'années, son océan s'est totalement évaporé. L'eau s'est alors concentrée dans les plus hautes couches de l'atmosphère. Puis les rayons ultraviolets du Soleil ont cassé les molécules d'eau. Les atomes d'oxygène sont retombés en surface tandis que les atomes d'hydrogène plus légers sont allés se perdre dans l'espace. Aride, sans tectonique des plaques ni volcanisme régulier, Vénus est devenue incapable d'évacuer sa chaleur interne, et durant des centaines de millions d'années, la pression fut en constante augmentation. Lorsque cette pression arriva à son paroxysme, la planète libéra alors le dioxyde de carbone dans son atmosphère par les volcans. Ce CO2 remplace maintenant l'eau comme gaz à effet de serre et les volcans, bien plus nombreux sur Vénus que sur Terre, en rejettent perpétuellement. De cette façon, le dioxyde de carbone s'accumule massivement dans l'atmosphère. Aujourd'hui, il compose plus de 97% de l'atmosphère de Vénus. La température moyenne y est de 460 degrés mais peut monter jusqu'à 520 degrés. L'acide sulfurique est un autre gaz entrant dans la composition de l'atmosphère de Vénus. C'est ce gaz très réfléchissant qui fait apparaître Vénus aussi brillante dans notre ciel. Et parfois, cet acide sulfurique retombe sous forme de pluie très corrosive. Vénus tourne autour du Soleil tous les 225 jours terrestres, mais contrairement aux autres planètes du système solaire, Vénus a une rotation rétrograde, c'est-à-dire à l'envers. Ainsi, le Soleil s'y lève à l'ouest et s'y couche à l'est. Cette rotation est particulièrement lente, si bien que d'un lever du Soleil à l'autre, il ne s'écoule pas moins de 8 mois terrestres. Vénus a donc des journées plus longues que ses années, ainsi un jour vénusien dure 243 jours terrestres. L'atmosphère de Vénus est très épaisse et très dense. À la surface, la pression atmosphérique est 93 fois plus élevée que sur Terre et la densité est environ 500 fois plus importante que notre air. Les vents à la surface de Vénus sont très lents, quelques kilomètres à l'heure, mais la densité de l'atmosphère les rend particulièrement puissants. Les volcans sont très présents sur Vénus et recouvrent le sol vénusien de lave. Bien que cette lave tarde à se solidifier en raison de la chaleur, elle recouvre son sol de roches basaltiques. Vénus compte beaucoup plus de volcans que la Terre. En fait, pour vous donner une idée, Vénus compte 167 grands volcans de plus de 100 km de diamètre, alors que sur Terre, le seul complexe volcanique de cette taille est l'île d'Hawaï. Près d'1 millier de cratères d'impact sur Vénus sont uniformément répartis sur sa surface.
Environ 85% des cratères sont en parfait état. Le nombre de cratères ainsi que leur état bien préservé indique que la planète a subi un resurfaçage mondial il y a environ 300-600 millions d'années, suivi d'une désintégration du volcanisme. Sur Terre, la croûte terrestre est continuellement en mouvement, mais Vénus, elle, serait incapable de soutenir un tel processus. Sans tectonique des plaques pour dissiper la chaleur de son manteau, Vénus subit à la place un processus cyclique dans lequel les températures du manteau augmentent jusqu'à atteindre un niveau critique qui affaiblit la croûte. Puis sur une période d'environ 100 millions d'années, la subduction se produit à une échelle énorme, recyclant complètement la croûte de la planète. Ces conditions extrêmes ont rendu l'exploration de Vénus très difficile et les sondes envoyées sur Vénus ont tenu très peu de temps à la surface de la planète avant de cesser de fonctionner. Les premières photos nous viennent de Mariner 10 en 1974 qui est passé à côté de Vénus pour se diriger vers Mercure et a pris des photographies ultraviolettes des nuages révélant la vitesse de vent extraordinairement élevée dans l'atmosphère vénusienne. En 1975, les atterrisseurs soviétiques Venera 9 et 10 ont transmis les premières images de la surface de Vénus qui étaient en noir et blanc. En 1992, les premières images couleur de la surface ont été obtenues avec les atterrisseurs soviétiques Venera 13 et 14. Ces images ont permis de découvrir que la surface de Vénus était recouverte de sédiments et de roches relativement anguleuses. Le sol montre des preuves d'un volcanisme étendu et le soufre dans l'atmosphère peut indiquer qu'il y a eu des éruptions récentes. Les microphones de la sonde ont enregistré les bruits du vent atmosphérique dans le but de mesurer la vitesse du vent. Ce fut le premier enregistrement sonore sur une autre planète. Quelques années plus tard, la surface de Vénus a été cartographiée en détail par Magellan en 1990. D'après les informations recueillies par la sonde américaine Magellan, la structure interne de Vénus serait effectivement comparable à la structure terrestre. Elle serait donc composée d'un noyau interne solide appelé la graine et d'un noyau externe liquide. Ce noyau serait entouré d'un manteau solide, visqueux ainsi que d'une croûte solide. Mais ce modèle reste hypothétique et la question de la composition du noyau vénusien reste ouverte. Car une interrogation persiste. Si Vénus possède la même structure interne que la Terre, comment expliquer qu'elle ne génère pas de champ magnétique intrinsèque ? En effet, le noyau externe terrestre est constitué d'un liquide chaud et conducteur d'électricité à l'intérieur duquel se produisent des mouvements de convection. Cette couche conductrice alliée au mouvement de rotation produit un effet dynamo qui maintient un système de courant électrique connu sous le nom de champ magnétique. L'absence de champ magnétique interne de Vénus pourrait s'expliquer de deux façons différentes. Soit la rotation de Vénus serait trop lente pour maintenir un courant électrique, soit le noyau de la planète serait solide. Plusieurs autres missions ont exploré Vénus depuis l'espace dans les décennies qui ont suivi, mais aujourd'hui, Akatsuki, la sonde japonaise, est la seule actuellement présente autour de Vénus. Terre, planète aux milliers de couleurs et berceau de l'humanité, l'oasis de vie a encore beaucoup à nous apprendre sur les mystères et les origines de notre existence. Par où commencer ? Il y a matière à raconter, mais parfois les images parlent plus que les longs discours. En attendant une série complète sur la perle bleue, je vous laisse avec ces images de notre planète et de son satellite. La quatrième planète la plus éloignée du Soleil, petite par sa taille, environ une demi-terre, mais grande par son intérêt scientifique, aurait autrefois possédé des mers chaudes, salées, avec des lacs d'eau douce, sans doute de la neige au sommet de ses monts, des nuages et un cycle de l'eau. En 2015, la présence d'eau en saumure, un liquide proche de l'eau salée de nos océans et saturé en sel, aurait même été détectée par la sonde américaine Mars Reconnaissance Orbiter. Les sels très abondants abaissent le point de congélation de l'eau, lui permettant ainsi de rester sous forme liquide et de s'écouler sous des températures inférieures à zéro. En effet, la surface de la planète rouge oscille entre 20 et moins 143 degrés. Plus fou encore, la NASA a fait l'annonce début juin 2018 de l'identification par le rover Curiosity d'un cycle du méthane sur la planète rouge et de molécules organiques.
Le rover américain sur Mars depuis 2012 a permis, grâce à l'instrument SAM, de repérer des chaînes d'atomes contenant du carbone et de l'hydrogène dans des roches âgées de plus de 3 milliards d'années. Or, à cette époque, de l'eau liquide avait coulé sur Mars. Ainsi, deux ingrédients nécessaires à l'apparition de la vie étaient vraisemblablement réunis au même moment, à une époque, sur la planète rouge. Mars est une planète tellurique, c'est-à-dire rocheuse, 10 fois moins massive que la Terre. Vue de la planète bleue, elle apparaît rougeâtre de par la poussière riche en oxyde de fer qui recouvre sa surface. Une fois hydraté, l'oxyde de fer devient rouille, d'où la couleur ocrée de notre planète voisine. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on l'associe à la guerre depuis l'Antiquité, d'où son nom faisant référence au dieu de la guerre dans la mythologie romaine. Les pôles de Mars sont en permanence recouverts de calottes blanchâtres, très variables en fonction des saisons. Au début du printemps boréal par exemple, la glace du pôle Nord, exposée au soleil, se sublime. Autrement dit, elle passe directement de l'état solide à l'état gazeux. Cette sublimation crée ensuite des masses d'air à l'origine des vents qui soulèvent d'importantes quantités de poussière et sont susceptibles de déclencher des tempêtes de poussière à l'échelle de la planète tout entière. D'autre part, la planète Mars se caractérise par une opposition très nette entre l'hémisphère nord constitué de vastes plaines lisses et l'hémisphère sud formé de plateaux riches en cratères d'impact. L'hémisphère nord est entre 1 et 3 km moins élevé que l'hémisphère sud et l'épaisseur de la croûte y est de 32 km contre 58 km pour le plateau du sud. Cette dichotomie serait apparue il y a environ 4 milliards d'années. Pour expliquer ce phénomène, il y a aujourd'hui deux théories pour expliquer cette coupure. L'une est liée à la dynamique interne de la planète au niveau du manteau et des tectoniques des plaques, et l'autre à un ou plusieurs grands bombardements qui auraient entraîné la fusion des terrains de l'hémisphère nord. A noter également que les terrains de l'hémisphère nord sont plus jeunes que ceux de l'hémisphère sud, ainsi que marqués par une ancienne présence d'eau liquide abondante et acide. Au contact de la limite géologique matérialisant la dichotomie, ces régions regroupent une forte concentration de volcans. C'est d'ailleurs sur le renflement de Tharsis que se trouve le plus grand volcan du système solaire, l'Olympus Mons, qui culmine à plus de 21 km d'altitude. En outre, contrairement à la Terre, Mars ne possède pas de tectonique des plaques, d'où la taille colossale de ces volcans. Sur notre planète, la croûte se déplace par rapport aux points chauds situés dans le manteau qui éjectent de la lave en surface, ce qui forme une succession de petits volcans. Sur Mars, la lave s'accumule en un seul et même point, donnant naissance à des volcans gigantesques. Aujourd'hui, la planète rouge a perdu la quasi-totalité de son activité géologique interne. Seuls quelques glissements de terrain, geysers de CO2 au pôle, séismes et petites coulées de lave se produisent encore. De son côté, l'hémisphère sud de Mars est parsemé de cratères d'impact. Argyre Planitia et Elias Planitia sont les deux plus remarquables. Le second d'environ 2200 km de diamètre et 9500 mètres de profondeur est la plus grande structure d'impact observable sur la planète. Contrairement aux cratères lunaires dont l'aspect ne change pas avec le temps, les cratères martiens sont soumis à une érosion d'origine atmosphérique qui altère leur forme, arrondit leurs bords et recouvre leurs intérieurs d'une épaisse couche de poussière. Ils restent cependant bien visibles. Par ailleurs, la surface de la planète rouge est dotée de plus grands canyons du système solaire. Les gorges du Valles Marineris atteignent 8 km de profondeur et s'étendent d'est en ouest sur plus de 3000 km. Dans le voisinage de Valles Marineris, une multitude de petites vallées évoquent des lits de rivières asséchées, un indice qui oriente les scientifiques vers une histoire de Mars durant laquelle l'eau liquide coulait à flot. Enfin, la gravité de surface sur Mars est seulement de 38% de celle de la Terre. La microgravité est connue pour causer des problèmes de santé tels qu'une perte musculaire et de la déminéralisation, mais ce n'est pas pour décourager les projets de colonisation de la planète rouge. Le sismomètre de la mission InSight, qui est arrivé à destination le 28 novembre 2018, a permis d'approfondir certains points. Les séismes martiens sont plus faibles mais plus fréquents que ne prévoyaient les modèles théoriques. En 13 mois, le sismographe a enregistré près de 460 événements, essentiellement des microséismes. En analysant les ondes sismiques d'une poignée de séismes les plus intenses observés sur 2 années, les scientifiques ont pu affiner nos connaissances sur la structure interne de Mars.
Les enregistrements sismiques ont permis de distinguer 3 couches dans le sol, le Dirus-Crus, une couche indurée de quelques centimètres, le régolithe, une strate superficielle formée de matériaux concassés par les impacts pendant des milliards d'années, une couche altérée d'une dizaine de kilomètres d'épaisseur. En dessous se trouve une croûte profonde consolidée où la diffusion et l'atténuation des ondes sont semblables à celles des massifs cristallins terrestres. Le magnétomètre a détecté un champ magnétique 10 fois supérieur à ce qui était prévu. Les roches voisines du lieu d'atterrissage étant trop jeunes pour avoir été aimantées par l'ancien champ global de Mars, le champ mesuré doit provenir de roches plus profondes. InSight a également détecté des impulsions magnétiques en milieu de nuit dont l'origine est encore inconnue. L'atmosphère martienne se compose de 96% de dioxyde de carbone, de 2% d'argon et d'1,9% d'azote. Les images prises depuis la surface de la planète montrent que le ciel apparaît orange, ce qui est vraisemblablement dû à de fines particules de poussière d'oxyde de fer, la même qu'au sol en suspension. Très ténue, l'atmosphère de Mars se caractérise par une pression inférieure à 1% de la valeur terrestre. Et persévérance dans tout ça. Eh bien, 8 mois après l'atterrissage sur la planète rouge, le rover Perseverance a livré ses premiers résultats. Comme le pressentaient les scientifiques, le cratère Jezero dans lequel a atterri le robot est un lac asséché depuis environ 3,6 milliards d'années. D'après la toute première étude menée à partir des données recueillies par la Supercam française de Perseverance, le lac s'étendait sur un diamètre de 35 km et sur plusieurs mètres de profondeur. Enfin, comme vous le savez, la planète rouge ne possède pas d'anneaux mais 2 petits satellites naturels, Phobos et Deimos. Le premier de 27 x 22 sur 18 km et de forme irrégulière, c'est le plus proche de sa planète, orbitant environ 9000 km de Mars. Il tombe vers Mars de 18 cm chaque année à cause de l'attraction gravitationnelle de la planète. À ce rythme, dans 11 millions d'années, Phobos sera si proche de la surface martienne que la gravitation le fera se désagréger à environ 4000 km d'altitude. Deimos, quant à lui, est plus petit et plus éloigné. De taille 15 x 12 x 10 km, il orbite environ 23 000 km d'altitude. Comme son monologue, il est de forme irrégulière et parsemé de cratères. D'après les dernières publications scientifiques, ces 2 lunes nommées après les jumeaux des dieux Mars et Vénus dans la mythologie romaine seraient le résidu d'un impact entre la planète rouge et un astéroïde. Les débris de cette collision auraient formé un anneau dans lequel se seraient accrétés une douzaine de satellites. Seuls les 2 plus éloignés auraient survécu, Phobos et Deimos. Entre les orbites de Mars et de Jupiter se trouve la principale ceinture d'astéroïdes du système solaire. Dans cette région, on estime qu'il y a plus de 150 millions d'objets. La plus grande d'entre elles est la planète naine Cérès. Dawn est une sonde spatiale de la NASA dont la mission consiste à étudier Vesta et Cérès, les 2 principaux corps de la ceinture d'astéroïdes. Dawn a entamé ses observations en 2011 en se plaçant en orbite autour de Vesta puis de Cérès et les a achevées en 2018. Du coup, qu'a vu la sonde sur Cérès ? Les images fournies par la caméra de Dawn montrent de nombreux cratères éparpillés sur une surface globalement homogène avec des taches lumineuses. Celles-ci sont des dépôts de carbonate et autres sels. La surface s'est révélée relativement complexe avec une superposition de terrains jeunes et anciens. De nombreux indices tels que la quantité d'hydrogène mesurée, l'identification directe et la trace d'écoulement démontrent que les glaces sont abondantes aux latitudes élevées. Mais la présence de cratères de grande taille jusqu'à 300 km de diamètre plaide pour une croûte plus solide que de la glace. Les mesures du champ gravitationnel et l'étude des formations en surface indiquent que la densité interne de Cérès augmente lorsqu'on se rapproche du centre de la planète naine. Ceci indique que Cérès est une planète différenciée avec un cœur dense composé essentiellement de roches avec un manteau riche en eau. Cette caractéristique distingue Cérès des autres astéroïdes. De l'ammoniac a été détecté à la surface de Cérès. Cette découverte suggère que les matériaux composant Cérès se sont formés dans la partie externe du système solaire et confirme l'hypothèse que celle-ci a subi un ou plusieurs changements importants avant d'adopter sa configuration actuelle.
Le spectromètre infrarouge de Down a permis d'identifier l'origine des taches claires visibles dans la région du cratère Okator. Elles sont constituées par une accumulation de carbonate. La quantité de ce minéral présent sur le site dépasse tout ce qui peut être trouvé dans des formations similaires sur Terre. Okator est un cratère récent à l'échelle géologique avec un âge estimé à 80 millions d'années. La présence de carbonate sur Terre signale l'existence de phénomènes hydrothermaux, ce qui implique la présence d'eau chaude. Le carbonate de Cérès suggère que l'intérieur de l'astéroïde est beaucoup plus chaud que ce qui était estimé par les scientifiques. Ceux-ci sont désormais certains que de l'eau à l'état liquide était présente sous la surface dans un passé récent à l'échelle géologique. Les sels visibles constituent des reliquats d'un océan ou de poches d'eau ayant atteint la surface. Le spectromètre infrarouge de Down indique également la présence de sels contenant de l'ammoniac dans le cratère d'Okator. Des argiles contenant de l'ammoniac ont déjà été détectées à d'autres endroits de la surface de Cérès. Cette découverte avec celle des carbonates conforte la thèse selon laquelle Cérès se serait formé dans la partie externe du système solaire vers l'orbite de Neptune et que son orbite s'est ensuite déplacée vers la partie interne du système solaire. Toutefois, l'étude de la surface de Cérès semble contredire cette hypothèse. Effectivement, les cratères ayant plus de 2 km de profondeur et qui ont été formés par un impact ayant eu lieu il y a plusieurs milliards d'années ne présentent pas de signes de déformation. Si la surface était composée uniquement de glace, ce genre de relief aurait dû s'estomper au fil des périodes de réchauffement et de refroidissement. D'après l'étude réalisée, la couche externe de la surface ne contiendrait pas plus de 30 à 40% de glace, le reste étant constitué de roches et de minéraux. Cette constitution rocheuse de la surface est commune parmi les corps s'étant formés près du Soleil et vient donc contredire les conclusions tirées à partir de la présence des minéraux. Les instruments de Down ont réalisé au cours du séjour d'1 an en orbite autour de Vesta environ 31 000 photos de sa surface. Ces données ont permis de déterminer que Vesta est un corps très différent des autres astéroïdes. Sa géologie est complexe, il s'agit d'un corps différencié qui possède un noyau dense de nickel et de fer dont le diamètre serait compris entre 214 et 226 km, à savoir que le diamètre de Vesta est d'environ 530 km, avec au-dessus un manteau et une croûte. Vesta présente donc des caractéristiques très proches de celles d'une planète. Cette affiliation est confortée par la découverte de météoroïdes terrestres en provenance de Vesta présentant des indices prouvant qu'un champ magnétique important présent a existé il y a 3,6 milliards d'années. Il y a donc eu à cette période un noyau métallique liquide capable de le générer. Il pourrait subsister des traces de ce champ magnétique aujourd'hui. Les deux hémisphères présentent un aspect très différent. L'hémisphère nord de Vesta est criblé de cratères d'impact qui permettent de retracer un séjour agité de 4,5 milliards d'années dans la ceinture d'astéroïdes. L'hémisphère sud a été complètement refaçonné par un énorme impact qui s'est produit il y a au moins 2 milliards d'années et par une seconde collision encore plus importante qui s'est produite il y a environ 1 milliard d'années. Ces deux événements ont creusé les bassins de Venenia de 400 km de diamètre et celui de Rhea Silva de 500 km de diamètre. Au centre du plus grand de ces bassins se dresse un pic 2 fois plus haut que l'Everest. L'impact a été si important qu'il a failli faire éclater Vesta et qu'il a laissé un réseau étendu d'énormes dépressions près de l'équateur, longues de plusieurs centaines de kilomètres et larges de 15 km. Ces impacts ont entraîné l'expulsion d'une grande quantité de roches dans l'espace, dont certaines sont depuis retombées sur Terre. Vesta présente la particularité d'être un objet particulièrement brillant, le seul astéroïde de la ceinture visible à l'œil nu par un observateur situé sur Terre. Cela est dû selon les observations effectuées par Down à la présence de zones de taille variable d'une centaine de mètres à 16 km de diamètre qui sont 2 fois plus brillantes que le reste de la surface de Vesta et qui se trouvent essentiellement dans ou à proximité des cratères d'impact. Ces terrains sont constitués du matériau originel de l'astéroïde remontant à 4 milliards d'années mis à nu par le choc de l'impact des astéroïdes qui se sont écrasés sur le sol de Vesta. À côté de ces surfaces claires, on trouve des zones sombres qui pourraient correspondre à des restes d'astéroïdes qui se seraient écrasés à basse vitesse sur la surface ou à des portions de la croûte basaltique qui auraient fondu à la suite d'impacts plus violents.
Les instruments de la sonde spatiale ont permis de déterminer la composition des roches en surface, constituées essentiellement de minéraux riches en fer et en magnésium. Les glissements de terrain, les cratères d'impact ainsi que des mesures très fines des variations de gravité ont permis d'identifier la composition des strates superficielles. Une carte des températures de surface a pu être établie, elle montre que celle-ci peut varier de -23 degrés dans les endroits bénéficiant de la meilleure exposition au soleil à -100 degrés dans les zones situées à l'ombre. Bien que l'astéroïde soit composé à moitié de glace, celle-ci n'est pas visible à la surface. En effet, l'axe de l'astéroïde est fortement incliné, 27 degrés soit un angle supérieur à celui de la Terre qui est de 24, qui a pour conséquence que tous les points de la surface, y compris les flancs des cratères, sont exposés au soleil à un moment ou à un autre de l'année. Jupiter impressionne par ses dimensions les tempêtes qui ne cessent de faire rage à sa surface. La géante gazeuse est observée par les astronomes depuis l'Antiquité, pourtant beaucoup d'inconnus subsistent quant à sa nature et celle de ses lunes. Des mystères que la mission américaine Juno commence à élucider, bientôt complétés par JUICE, l'européenne. Jupiter est une planète géante gazeuse, majoritairement composée de gaz à 95%, notamment d'hélium et d'hydrogène qui sont des gaz légers. Elle est pourtant plus massive que toutes les planètes du système solaire réunies. Son volume, lui, équivaut à 1320 fois celui de la Terre. Du nom du dieu des dieux romains Jupiter, Zeus dans la mythologie grecque, elle est la 5e la plus éloignée du Soleil. Bien que Jupiter soit connu depuis l'Antiquité, beaucoup d'incertitudes planent toujours sur sa structure et sa composition. Au vu des connaissances actuelles, l'astre serait composé d'une fine atmosphère gazeuse de 1000 km d'épaisseur, riche en hydrogène moléculaire à 86% et en molécules d'hélium à 13%. On y trouve de denses nuages aux teintes marron, rouge et blanche dus à la présence d'ammoniac. Puis la température et la pression augmentant avec la profondeur, l'hydrogène se condenserait progressivement sous la forme d'un brouillard de plus en plus épais, se transformant finalement en une mer d'hydrogène moléculaire liquide, pauvre en hélium, localisée entre la partie basse de l'atmosphère gazeuse à environ 10 000 km de profondeur. Entre 10 000 km et 60 000 km, où la température dépasse les 20 000 degrés et la pression atteint les 40 millions d'atmosphères terrestres, on y trouverait ensuite de l'hydrogène métallique liquide, un peu comme du mercure. En effet, la très forte pression casse les molécules d'hydrogène, leur faisant perdre un ou plusieurs électrons et transformant ainsi en une espèce chimique chargée des ions. C'est cette couche qui serait à l'origine du champ magnétique de Jupiter, le plus puissant des 8 planètes du système solaire. Enfin, au centre de la planète, les recherches en cours pointent vers l'existence d'un noyau solide constitué de roches silicates et nickel ou de glace de masse équivalente à environ 3 fois celle de la Terre. Jupiter est un monde complexe et turbulent. Les données recueillies par les instruments de la sonde spatiale Juno remettent en cause de nombreuses hypothèses scientifiques sur les processus à l'œuvre. Juno a identifié une nouvelle ceinture de radiation située au niveau de l'équateur, immédiatement au-dessus de l'atmosphère, signalée par une tache bleutée. La sonde spatiale traverse par ailleurs une ceinture de radiation déjà connue, située aux latitudes hautes. Par contre, une nouvelle ceinture de radiation a été découverte au niveau de l'équateur, immédiatement au-dessus de l'atmosphère. Les images fournies par la caméra Juno montrent que les régions des deux pôles sont occupées par des tempêtes de la taille de la Terre très proches les unes des autres. Les scientifiques s'interrogent sur leur mode de formation et sur leur dynamique. S'agit-il de phénomènes permanents dont la configuration évolue dans le temps? Est-ce que ces tempêtes se déplacent? Les données collectées sur les aurores polaires démontrent que les processus à l'œuvre sont différents de ceux de la Terre. Les électrons accélérés au pôle ont des énergies atteignant 400 kV, soit 10 à 30 fois celui de la Terre. Mais à la surprise des scientifiques, malgré ce potentiel électrique énorme, les aurores polaires ne sont pas permanentes et la source des aurores polaires les plus intenses n'est pas liée à cette caractéristique. La caméra de Juno a pris des photos très détaillées de la surface de Jupiter, en particulier un des éléments les plus emblématiques de Jupiter qui est la grande tache rouge. D'après les données des radiomètres, la grande tache rouge se prolonge au moins jusqu'à une profondeur de 300 km, elle est la plus chaude à sa base qu'à sa surface. Elle correspond en réalité à une tempête géante comparable à un ouragan. Juno a survolé cet œil de Jupiter à environ 9000 km d'altitude, autrement dit de très près.
Elle a déterminé que le cyclone mesurait environ 16 000 km, soit 1,3 fois le diamètre de la Terre. Toutefois, l'information principale pour laquelle les scientifiques n'avaient encore aucune estimation concernant la profondeur de la tempête. Ainsi, l'œil de Jupiter serait de 50 à 100 fois plus profond que les océans terrestres, et plus chaud à sa base qu'au sommet. Ces vents qui peuvent atteindre les 700 km/h sont dus à cette différence de température. Le radiomètre embarqué indique que les couches profondes de l'atmosphère de Jupiter, 50 à 100 km en dessous du sommet des nuages, sont agitées, contrairement au consensus général des scientifiques tablant sur l'absence d'énergie incidente à cette profondeur. Par ailleurs, en s'appuyant sur les mesures du champ de gravité, le radiomètre ne permet pas de sonder au-delà de quelques centaines de kilomètres, l'équipe scientifique de Juno a découvert que les vents et le découpage en bande horizontale, visibles dans sa surface, s'étendaient jusqu'à une profondeur de 3000 km, fixant ainsi une limite inférieure de l'atmosphère à une profondeur bien plus importante que prévu. Contrairement aux hypothèses, cette atmosphère n'est pas constituée de couches emboîtées caractérisées par des vitesses de rotation différenciées. En deçà de cette atmosphère, les couches inférieures, qu'elles soient liquides ou solides, ont un mouvement de rotation unique et se comportent comme si elles formaient une seule entité. Compte tenu des résultats obtenus en mesurant le champ de gravité, il se pourrait que le noyau rocheux et métallique de la taille d'une Terre, voire d'une super-Terre, existant au moment de la formation de Jupiter, se soit dissous et mélangé avec le manteau constitué d'hydrogène métallique liquide. L'intensité du champ magnétique de Jupiter, qui a pu être mesurée avec précision, atteint les 7,7 Gauss, une valeur supérieure à ce qui était prévu. L'instrument utilisé a pu démontrer qu'il était irrégulier, ce qui semble indiquer que la dynamo qui génère le magnétisme est plus proche de la surface de la planète que prévu et serait située au-dessus de la couche d'hydrogène métallique. Avec un lancement prévu en juin 2023, la mission de l'ESA JUICE rejoindra Juno dans l'environnement jovien en 2029. Elle observera Jupiter et surtout ses trois plus grands satellites qui sont Europe, Ganymède et Callisto, qui renfermeraient chacun un océan sous une croûte solide. Dans le système de Jupiter, il y a 67 lunes confirmées de différentes tailles, formes et compositions. En l'honneur de l'homonyme de Jupiter, elles sont parfois appelées collectivement les Joviennes. Parmi celles-ci, les 4 plus grandes, Io, Europa, Ganymède et Callisto, sont connues sous le nom de Galiléennes. Ces 4 lunes sont parmi les plus grandes du système solaire, Ganymède étant la plus grande de toutes et encore plus grande que la planète Mercure. En plus, 3 de ces lunes, Europe, Ganymède et Callisto, sont toutes censées avoir des océans intérieurs près de leur limite noyau-manteau. La présence d'océans d'eau chaude est non seulement considérée comme une indication de la vie potentielle sur ces lunes. Lancée le 18 octobre 1989, la sonde Galileo atteignit 6 ans plus tard Jupiter et ses lunes pour les étudier jusqu'en 2003. Des déboires et des premières ont rythmé une des plus exceptionnelles missions d'exploration planétaire. Galileo collecte de nombreuses informations scientifiques malgré l'indisponibilité de sa grande antenne qui n'a pas pu être déployée, limitant fortement le volume de données transmis. Io, avec un rayon de 1820 km et une distance moyenne de 421 000 km de Jupiter, Io est complètement enveloppé par le puissant champ magnétique de Jupiter. La Lune a la période orbitale la plus courte de toutes les Galiléennes, prenant environ 42,5 heures pour accomplir une seule orbite autour de la géante gazeuse. Io a la densité la plus élevée de toutes les lunes du système solaire et est nettement plus dense que les autres lunes galiléennes. Composée principalement de roches silicatées et de fer, sa composition en vrac est plus proche des planètes terrestres que d'autres satellites du système solaire externe qui sont principalement composés d'un mélange de glace d'eau et de silicate. Contrairement à ses cousins joviennes, Io n'a pas d'océan et d'eau chaude sous sa surface. En fait, sur la base des mesures magnétiques et d'observation de flux de chaleur, on pense qu'un océan de magma existe environ 50 km sous la surface. Cette chaleur est également responsable de l'activité volcanique d'Io et de son flux de chaleur observé. Galileo a survolé à 7 reprises le satellite de Jupiter, Io, mais les premiers et derniers survols ont produit peu de données scientifiques. Les observations effectuées ont permis d'identifier plus de 100 volcans actifs à la surface de cette lune, parmi lesquels Loki, le plus puissant des volcans du système solaire. Ceux-ci produisent de la lave avec un débit énorme, faisant de cette lune, selon les spécialistes, une parfaite représentation de l'enfer.
Il faut remonter à 2 milliards d'années dans l'histoire de la Terre pour trouver des phénomènes d'une telle violence. La caméra de la sonde spatiale a pu effectuer des gros plans d'une éruption de la lave montant à plus de 1,5 km au-dessus de la surface de la Lune. La surface est constamment recouverte de plaines lisses, parsemées de hautes montagnes, de fosses de formes et de tailles diverses et de coulées de lave volcanique. Son aspect coloré est également révélateur d'une activité volcanique qui a recouvert la surface de composés sulfuriques et silicatés et conduit au renouvellement de la surface. Io a la plus petite quantité d'eau de tous les corps connus du système solaire, ce qui est probablement dû au fait que Jupiter était suffisamment chaud au début de l'évolution du système solaire pour chasser les matières volatiles comme l'eau de sa surface. Les phénomènes géologiques sont essentiellement provoqués par les forces de marée générées par Jupiter qui fluctuent selon la position de Io sur son orbite, car cette dernière n'est pas circulaire. Ces forces déforment la planète comme une balle en caoutchouc. La friction interne des roches qui en résulte crée d'énormes quantités de chaleur interne qui représentent un flux thermique 2 fois plus important que celui à l'origine du volcanisme de la Terre. Des montagnes culminant à 16 km d'altitude ont été découvertes par la sonde spatiale. Elles ne semblent pas d'origine volcanique. D'autres photos indiquent que ces sommets disparaissent progressivement à la suite d'énormes glissements de terrain provoqués par leur masse. La découverte par Galiléo d'un trou au niveau de Io dans le champ magnétique créé par Jupiter, complété par des mesures du champ gravitationnel de la Lune, permettent de déduire que celle-ci possède un noyau métallique composé de fer et de sulfure de fer d'un diamètre de 900 km, soit 50% de son diamètre total. En effectuant son premier survol de Io à l'arrivée dans le système jovien, les instruments de la sonde spatiale ont constaté la présence de l'ionosphère à une altitude de 900 km, alors que selon les données collectées par les sondes spatiales précédentes, celle-ci aurait dû culminer de 50 à 100 km. Ces différences reflètent la grande variabilité de cette région de l'espace autour de Io. Europe. Si Io pouvait être caractérisé comme un endroit infernal crachant de la lave, alors Europe serait calme, glaciale et aqueuse en comparaison. Avec un rayon moyen d'environ 1560 km et une masse de 4 puissance 22 kg, Europe est également légèrement plus petite que la Lune de la Terre. Son orbite est presque circulaire et se situe à une distance moyenne de 670 000 km de Jupiter. La Lune met 3,5 jours terrestres pour accomplir une seule orbite autour de Jupiter. Galiléo a effectué 9 survols à faible distance du satellite de Jupiter Europe. 2 de ces survols ont fourni peu de données à la suite d'une bascule de la sonde spatiale en mode survie à un moment critique. Et le dernier survol s'est fait dans un contexte de budget réduit qui n'a permis que des observations limitées. Contrairement à Ganymède et Callisto, Europe comporte peu de cratères à sa surface, ce qui indique qu'un processus géologique les a fait disparaître. D'après des estimations effectuées à partir des observations d'autres lunes de Jupiter, il se produit en moyenne un impact créant un cratère de 20 km de diamètre chaque million d'années. Or, les observations effectuées par la sonde spatiale n'ont permis de découvrir qu'une dizaine de cratères de cette dimension. La surface d'Europe aurait donc, selon la majorité des scientifiques, moins de 10 millions d'années d'existence, ce qui est plus jeune que tout ce qui a pu être observé sur notre planète à l'exception de la Terre. Les images prises par Galiléo confirment cette théorie, elles montrent des blocs de croûte ressemblant à des icebergs flottants sur un océan invisible. Ces blocs sont inclinés ou semblent avoir pivoté sur place comme si la pression les avait libérés puis fait tourner. La surface est également marquée par de longues arêtes et fractures entourées de bandes de roches et de glace de couleur sombre. Le processus à l'œuvre résulte sans doute des forces de marée générées par Jupiter et les autres lunes qui soulèvent la surface de plusieurs dizaines de mètres chaque jour en brisant la croûte de glace et provoquant des éruptions volcaniques de glace et de geysers qui dispersent à la surface des matériaux issus des couches profondes. Europe est nettement plus dense que les autres lunes galiléennes à l'exception d'Io, ce qui indique que son intérieur se différencie entre un intérieur rocheux composé de roches silicatées et un possible noyau de fer. Au-dessus de cet intérieur rocheux se trouve une couche de glace d'eau dont l'épaisseur est estimée à environ 100 km. De nombreuses données convergent pour indiquer la présence d'un océan sous la couche de glace recouvrant Europe. La jeunesse de la surface, la présence dans certaines régions de blocs de glace à l'apparence d'iceberg peut s'expliquer que si la couche de glace de surface est chauffée par en dessous, soit par de la glace chaude, soit par de l'eau à l'état liquide. L'instrument infrarouge NIMS a trouvé des concentrations de sel, sulfate et carbonate dans les régions les plus jeunes. De tels dépôts pourraient être expliqués par la présence d'un océan salé situé sous la croûte de glace. Si les eaux de cet océan sont carbonées, suffisamment de pression peut être générée pour expulser les débris observés à la surface
surface d'Europe. Par ailleurs, une expérience en laboratoire reconstituant les conditions régnant sur Europe a permis de vérifier que le spectre électromagnétique des sels est conforme à cette théorie. L'argument le plus fort en faveur de la présence d'un océan souterrain concerne les caractéristiques du champ magnétique de la planète. Le magnétomètre de la sonde spatiale a détecté un champ magnétique local qui semble induit par celui de Jupiter et non créé par la Lune. Ce champ serait créé par des courants électriques circulant dans l'océan souterrain salé et donc conducteurs. La mesure du champ de gravité indique la présence de couches superficielles de faible densité constituées d'eau à l'état liquide ou sous forme de glace. La présence d'eau liquide dans une région aussi froide résulterait de l'énergie thermique générée par les forces de marée s'exerçant sur la Lune. La théorie d'un océan souterrain a donné naissance à de nombreuses spéculations sur la présence d'organismes vivants sur Europe. Les observations de Galiléo sur le champ magnétique de Jupiter ont montré qu'il exerce sur les ions présents dans l'océan d'Europe une influence assez importante pour provoquer un courant océanique. Celui-ci aurait une vitesse de quelques centimètres par seconde et un sens contraire à celui de la rotation d'Europe. Ce phénomène pourrait être responsable des failles observées à la surface du satellite. Compte tenu de la combinaison de ces facteurs, il est considéré comme une forte probabilité que la vie organique existe également dans cet océan. Ganymède. La lune Ganymède est la troisième lune la plus éloignée de Jupiter et orbite à une distance moyenne de 1 million de kilomètres. À cette distance, il faut 7 jours et 3 heures pour effectuer un seul tour. Comme la plupart des lunes connues, Ganymède est verrouillée par la marée avec un côté toujours tourné vers la planète. Avec un rayon moyen de 2634 km, équivalent à 0,4 celle de la Terre, Ganymède est la plus grande lune du système solaire, encore plus grande que la planète Mercure. Cependant, avec une masse de 1,4 10 puissance 23 kg, elle est encore 2 fois moins massive, ce qui est dû à sa composition qui se compose de glace d'eau et de roches silicatées. Galiléo a survolé à 6 reprises, à basse altitude entre 260 et 3100 km, le satellite de Jupiter Ganymède en recueillant à chaque fois de nombreuses données. Les données sur le champ magnétique entourant Jupiter permettent de supposer que Ganymède, le plus gros satellite de Jupiter, possède un champ magnétique créé par une dynamo interne similaire à celui de la Terre, c'est-à-dire un noyau métallique. Selon sa nature, c'est-à-dire soit du fer pur, soit du sulfure de fer, celui-ci pourrait se trouver à 400 km ou 1300 km de la surface et représenter presque un tiers de la masse de la Lune. C'est la première fois qu'on découvre un champ magnétique sur un satellite naturel. La surface de Ganymède est constituée par deux types de terrains. Le sol est à 40% de couleur sombre et couvert de cratères. Ces terrains remonteraient à la formation de la Lune. Le reste de la surface est composé de sols de couleur claire et aux formes plus douces, baptisés sulcus, qui se seraient formés plus récemment à la suite de l'émergence d'eau souterraine. Des arêtes culminantes, parfois jusqu'à 700 mètres et longues de plusieurs milliers de kilomètres, sillonnent ce type de terrain. Ces terrains plus jeunes pourraient avoir été formés à une époque où l'orbite de la Lune était plus elliptique, entraînant des variations des forces de marée susceptibles de fracturer la couche de glace et de générer des éruptions des eaux souterraines. Les cratères de Ganymède, d'un diamètre compris entre 50 et 400 km, sont presque plats, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que la glace dans laquelle ils ont été creusés constitue un matériau plus tendre que la roche dans lesquelles se sont formés par exemple les cratères lunaires. En plus du champ magnétique qui lui est propre, Ganymède a un champ magnétique induit par celui de Jupiter. Celui-ci serait généré par des matériaux plus conducteurs que la glace. La présence d'un océan salé ayant la profondeur des océans terrestres et situé à 200 km sous la couche de glace de la surface pourrait être à l'origine de ce champ magnétique. Callisto. Callisto est la plus éloignée des Galiléennes, en orbite autour de Jupiter à une distance moyenne de 1,8 million de kilomètres. Avec un rayon moyen de 2400 km, soit 0,3 Terre, et une masse représentant 1% de celle de la Terre, Callisto est la deuxième plus grande lune de Jupiter. Elle est de taille comparable à Mercure, mais en raison de sa composition mixte, elle a moins d'un tiers de la masse de Mercure. Galiléo a survolé à 9 reprises le satellite de Jupiter Callisto. Les données collectées indiquent que la Lune est constituée d'un mélange de roches riches en fer et en sulfure de fer, 60% et de glace à 40%, et que contrairement à Ganymède, elle ne comporte pas de noyau central identifiable en tant que tel. En effet, située à plus grande distance de Jupiter que les autres lunes galiléennes, Callisto n'a pas subi avec autant d'intensité l'échauffement découlant des forces de marée de la planète géante. Le processus de différenciation qui devrait aboutir à une structure en couche de densité plus importante avec la profondeur, également avec la présence d'un noyau métallique, a été inachevé.
Tout comme Europe et Ganymède, l'existence possible d'un océan souterrain sous Callisto a conduit de nombreux scientifiques à spéculer sur la possibilité de la vie. Cela est particulièrement probable si l'océan intérieur est composé d'eau salée, car des halophiles, qui prospèrent dans des conditions élevées de sel, pourraient y vivre. Mais les conditions environnementales nécessaires à l'apparition de la vie, qui incluent la présence d'une chaleur suffisante due à la flexion des marées, sont plus probables sur Europe et Ganymède. La principale différence est le manque de contact entre le matériau rocheux et l'océan intérieur de Callisto. Alors que Callisto possède la chimie prébiotique nécessaire pour héberger la vie, il lui manque simplement l'énergie nécessaire. Les 4 lunes internes de Jupiter, Métis, Almaté, Thébé et Adrasté circulent entre les 4 lunes galiléennes et Jupiter. Ces satellites de petite taille, le plus grand est long de 270 km, ont pu être observés de relativement près lorsque la mission Galileo a été prolongée. Des photos relativement détaillées ont été réalisées par la sonde spatiale. Galileo a ainsi photographié la collision de la comète Shoemaker-Levy 9 avec la planète Jupiter. Aujourd'hui encore, l'étude de Jupiter et de ses lunes reste un objectif prioritaire et en février 2007, la sonde New Horizons en route pour Pluton effectue un survol de Jupiter et ses lunes. Ces caméras plus performantes que celles de Galileo permettent de prendre de meilleures images de la planète et de ses lunes. La sonde spatiale Juno, lancée en 2011, se place sur une orbite polaire autour de Jupiter en 2016 pour étudier la composition de l'atmosphère et les caractéristiques de la magnétosphère de Jupiter. JUICE, la sonde spatiale de l'Agence spatiale européenne, doit être lancée en 2022 et étudier Ganymède après s'être placée en orbite autour de cette lune en 2030. Le long séjour de Cassini près de Saturne a permis d'étudier la structure très singulière de l'atmosphère de Saturne au pôle Nord découvert en 1981 par la sonde spatiale Voyager 2. Le système nuageux présente une forme hexagonale, stable dans le temps, dont chaque côté mesure 13 800 km et qui effectue un tour complet en 10 h et 39 minutes. Au centre de cette formation se trouve l'œil central d'un ouragan de 2000 km de diamètre qui entraîne les nuages dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à une vitesse supérieure à 500 km/h. Saturne possède également d'autres vortex situés à l'intérieur de l'hexagone plus petit. Le mécanisme précis à l'origine de cette formation reste encore aujourd'hui inconnu. L'année sur Saturne dure un peu plus de 29 ans terrestre et est divisée en saisons car l'axe de la planète est incliné comme celui de la Terre. Une tempête saisonnière, donc tous les 29 ans, liée au réchauffement de la surface a été observée à plusieurs reprises avant l'arrivée de Cassini. Baptisée grande tache blanche à cause de ses caractéristiques visibles, elle commence par une série de taches blanches qui s'étendent progressivement en longitude jusqu'à faire le tour de la planète. Elle se situe systématiquement dans l'hémisphère nord sans qu'on puisse expliquer pourquoi. La tempête a pu être étudiée en détail lors de son apparition en décembre 2010, soit 10 ans avant la date prévue. La sonde spatiale a permis de déterminer que la tempête fait remonter de la vapeur d'eau et d'autres matériaux situés jusqu'à une profondeur de 160 km. Les instruments de la sonde spatiale ont observé pour la première fois, notamment au sein de cette tempête, des éclairs à la fois sur la face éclairée et sur la face sombre de la planète. La détermination de la période de rotation sidérale d'une planète est essentielle pour étudier tous les phénomènes physiques associés, notamment pour établir le système de longitude d'une planète. Dans le cas des planètes telluriques, il suffit d'observer le sol pour obtenir cette période de rotation. Dans le cas des planètes gazeuses, il n'y a pas de sol et le cœur est enfui très profondément sous l'atmosphère de la planète. La seule période observable qui est liée à la rotation du cœur de ces planètes est celle de leur champ magnétique. On étudie donc les modulations induites par la rotation du champ magnétique de la planète étudiée sur ses émissions radio naturelles pour connaître sa période de rotation sidérale. La période de rotation de Saturne est d'abord déterminée grâce aux données de la sonde Voyager. En 2000, des scientifiques utilisant les données radio de la sonde Ulysse ont observé que la période de modulation des émissions radio de Saturne a changé depuis les mesures de Voyager. Les nouvelles mesures donnent une période de 1% plus longue que celle mesurée par Voyager. Les mesures radio obtenues avec Cassini confirment la variation de la période. Des observations effectuées entre 2004 et 2005 autour de Saturne semblent montrer que la période radio varie lentement à l'échelle de l'année de quelques pourcents.
Comme la vitesse de rotation sidérale du cœur de Saturne ne peut pas varier, c'est l'interprétation des modulations des émissions radio qu'il faut sans doute revoir. Elles sont majoritairement émises sur le côté jour de la magnétosphère de Saturne et elles sont fortement corrélées avec la pression du vent solaire. Actuellement, il y a différentes interprétations. La première, c'est un effet saisonnier. La hauteur du Soleil sur le plan des anneaux change la quantité d'électrons libres sur les lignes de champ magnétique et donc change la condition d'émission des ondes radio. La deuxième, c'est peut-être un effet du cycle solaire. Les propriétés du milieu interplanétaire et du vent solaire varient fortement avec l'activité du Soleil. Il a été montré que les émissions radio aurorales de Saturne sont très fortement corrélées avec les fluctuations des paramètres du vent solaire. Ou peut-être un effet de battement, c'est-à-dire une fluctuation non aléatoire de la localisation de la région active en radio dans un secteur de temps local. Des simulations numériques ont montré qu'on peut très facilement obtenir des périodes de rotation apparentes différentes de la période réelle par effet de battement. Ou encore même un système de convection du cœur de Saturne, une hypothèse inspirée par ce qui se passe dans le Soleil mais qui est peu probable. Le problème est particulièrement épineux car si la période de rotation de Saturne est effectivement 1% plus lente que la période mesurée par Voyager, tout le système atmosphérique de Saturne est alors en superrotation, c'est-à-dire qu'il tournerait plus vite que le cœur de la planète, ce qui est difficilement explicable. Avant la conclusion de la mission de Cassini, deux scénarios sont évoqués en ce qui concerne l'origine des anneaux. Selon le premier scénario, les anneaux seraient le résultat d'un événement cataclysmique tel que la destruction d'une lune ou d'une comète désagrégée par les forces gravitationnelles agissant à l'intérieur de la limite de Roche et seraient à ce titre relativement jeunes. Dans le second, les anneaux seraient les reliques de la formation de la planète géante et remonteraient donc à 4,5 milliards d'années. Les dernières orbites de Cassini fin 2017 qui se sont déroulées entre les anneaux et la couche supérieure de l'atmosphère de Saturne ont permis de trancher. En manœuvrant à très faible distance des anneaux, Cassini a pu effectuer des mesures gravitationnelles en observant l'influence des anneaux sur sa trajectoire et ainsi déterminer la masse de matière accumulée. Les anneaux sont constitués d'environ 15,4 10 puissance 15 tonnes de matériaux, soit 20 fois moins que les estimations jusqu'à ce jour. Pour vous donner un ordre de grandeur, notre Lune pèse 7,6 10 puissance 19 tonnes, et avec d'autres informations plus précises, Cassini a pu affirmer que les anneaux se sont formés il y a 10 à 15 millions d'années et qu'ils auront probablement complètement disparu d'ici 100 millions d'années. A l'origine, les anneaux devaient être beaucoup plus importants et beaucoup plus brillants. Les mesures effectuées ne permettent pas de déterminer précisément l'événement cataclysmique à l'origine des anneaux, mais des traces en sont peut-être conservées dans les couches géologiques des lunes de Saturne. Les caractéristiques de la magnétosphère de Saturne sont mal connues avant l'arrivée de Cassini. La mission a permis de découvrir que, contrairement aux autres planètes du système solaire dotées d'un champ magnétique, celui de Saturne a un axe qui coïncide exactement avec l'axe de rotation. Cassini a déterminé que le champ magnétique de la planète subit une importante fluctuation qui se répète avec une périodicité de 10 heures et 47 minutes. Les instruments scientifiques de la sonde ont permis de découvrir que la matière présente dans la magnétosphère avait pour origine principale des geysers situés au pôle sud de la Lune Encelade. La composition de ces matériaux est dominée par des ions et molécules produits par la combinaison des composants de l'eau éjectée par les geysers. Contrairement aux hypothèses des scientifiques, on ne trouve pas de quantité notable de l'azote qui devrait s'échapper de l'atmosphère de Titan. La fin de Cassini impliquait une série de passes rapprochées de Saturne s'approchant à l'intérieur des anneaux, puis à une entrée dans l'atmosphère de Saturne le 15 septembre 2017 pour détruire le vaisseau spatial. Après 22 autres orbites, la mission s'est terminée par une plongée dans l'atmosphère de Saturne le 15 septembre et le signal a été perdu seulement 30 secondes plus tard que prévu. On estime que le vaisseau spatial a brûlé environ 45 secondes après la dernière transmission. Autour de la lointaine géante gazeuse Saturne se trouve un système d'anneaux et de lunes d'une beauté inégalée. Le système de Saturne est juste derrière Jupiter en termes de nombre de satellites avec 62 lunes confirmées. Parmi celles-ci, les plus grosses lunes sont divisées en deux groupes, les grandes lunes intérieures, celles qui orbitent près de Saturne dans son anneau E ténu, et les grandes lunes extérieures, celles au-delà de l'anneau E. Elles sont par ordre de distance de Saturne, Mimas, Encelade, Thétis, Dione, Rhea, Titan et Japet. Mimas.
Avec un diamètre de 396 km et une masse de 0,4 10 puissance 20 kg, Mimas est la plus petite et la moins massive de ces lunes. Elle est de forme ovoïde et orbite autour de Saturne à une distance d'environ 185 000 km avec une période orbitale de 0,9 jours. La faible densité de Mimas, estimée qui est juste légèrement supérieure à celle de l'eau, indique qu'elle est composée principalement de glace d'eau avec seulement une petite quantité de roches. Encelade. Encelade, quant à elle, a un diamètre de 504 km, une masse de 1 × 10 puissance 20 kg et de forme sphérique. Elle orbite autour de Saturne à une distance d'environ 238 000 km et met 1,4 jours pour terminer une seule orbite. Bien que ce soit l'une des plus petites lunes sphériques, c'est la seule lune de Cronion qui est géologiquement active, et l'un des plus petits corps connus du système solaire où c'est le cas. Cela se traduit par des caractéristiques telles que les fameuses rayures de tigre. Dès 2005, plusieurs observations successives font d'Encelade l'objet le plus intéressant du système de Saturne avec Titan. La mesure du champ magnétique de Saturne à proximité de la Lune met en évidence que celui-ci est déformé par la présence d'une atmosphère. Des survols rapprochés montrent que des geysers jaillissant en permanence de la région du pôle Sud éjectent à une vitesse de 400 mètres par seconde un mélange de glace d'eau et de composés chimiques simples. La composition des panaches indique également que l'océan souterrain est salé et contient des molécules organiques et volatiles. Les photos de la surface du pôle Sud, prises à très faible distance, ont montré une surface particulièrement jeune, jonchée de blocs de glace de la taille d'une maison, parcourue de fractures faisant penser à une activité tectonique surmontée d'un nuage de vapeur d'eau. Certaines crevasses profondes baptisées rayures de tigre sont les points d'émergence des geysers. Des survols successifs ont confirmé que la surface du pôle Sud d'Encelade subissait des mouvements tectoniques. Le moteur de cette activité pourrait être la force des marées produite par Saturne. Cette force agit non seulement sur la couche de glace superficielle, mais également sur le noyau rocheux, comme en témoigne la présence de silice. Mais la présence de cet océan d'eau salée liquide, de molécules organiques et de substances volatiles indique également que l'intérieur d'Encelade connaît une activité hydrothermale. Cette source d'énergie combinée à des molécules organiques, des nutriments et des conditions prébiotiques pour la vie signifie qu'il est possible qu'Encelade abrite une vie extraterrestre. Thétis. Avec un diamètre de 1066 km, Thétis est la deuxième plus grande lune interne de Saturne. La majorité de sa surface est constituée d'un terrain fortement cratérisé, avec une densité moyenne de 0,98 g par cm3, Thétis serait composé presque entièrement de glace d'eau. On ne sait pas actuellement si Thétis se différencie en un noyau rocheux et un manteau de glace. Dione. Avec un diamètre de 1123 km et une masse de 11 10 puissance 20 kg, Dione est la quatrième plus grosse lune de Saturne. La majorité de la surface de Dione est un ancien terrain fortement cratérisé avec des cratères mesurant jusqu'à 250 km de diamètre. Avec une distance orbitale d'environ 377 000 km de Saturne, la Lune met environ 2,7 jours pour effectuer une seule rotation. Dione est composé principalement de glace d'eau avec un petit reste constitué probablement d'un noyau de roche silicatée. Dione possède également une très fine atmosphère d'ions d'oxygène qui a été détectée pour la première fois par la sonde spatiale Cassini en 2010. Bien que la source de cette atmosphère soit actuellement inconnue, on pense qu'elle est le produit de la radiolyse où les particules chargées de la ceinture de rayonnement de Saturne interagissent avec la glace d'eau à la surface pour créer de l'hydrogène et de l'oxygène similaire à ce qui se passe sur Europe. Rhea. Mesurant 1527 km de diamètre et 23 10 puissance 20 kg de masse, Rhea est la deuxième plus grande lune de Saturne. Avec un rayon orbital d'environ 527 000 km, elle est la cinquième plus éloignée des plus grandes lunes et met 4,5 jours pour terminer son orbite. Comme les autres satellites de Cronion, Rhea a une surface fortement cratérisée. On estime que Rhea est composée de 75% de glace d'eau et de 25% de roches silicatées. Cette faible densité signifie que bien que Rhea soit la 9e plus grosse lune du système solaire, elle est aussi la 10e plus massive. En ce qui concerne son intérieur, Rhea était à l'origine suspectée d'être différenciée entre un noyau rocheux et un manteau glacé, mais des mesures plus récentes semblent indiquer que Rhea n'est que partiellement différenciée ou a un intérieur homogène, probablement composé à la fois de roches silicatées et de glace similaires à la lune de Jupiter de Callisto.
Les modèles de l'intérieur de Rhea suggèrent également qu'il pourrait y avoir un océan d'eau liquide interne similaire à Encelade et Titan. Cet océan d'eau liquide, s'il existait, serait probablement situé à la frontière entre le noyau et le manteau et serait alimenté par le réchauffement causé par la désintégration des éléments radioactifs de son noyau. Titan. Titan est la plus grande des lunes de Cronion. En effet, avec 5150 km de diamètre et 1350 10 puissance 20 kg de masse, Titan est la plus grosse lune de Saturne et représente plus de 96% de la masse en orbite autour de Saturne. La composition de Titan est à moitié de glace d'eau et à moitié de matière rocheuse. C'est également la seule grande lune à avoir sa propre atmosphère qui est froide, dense et riche en azote. Une autre chose que Titan a en commun avec la Terre, contrairement à toutes les autres lunes et planètes du système solaire, est la pression atmosphérique. À la surface de Titan, la pression atmosphérique est estimée à 1,45 fois celle de la Terre. Après un voyage de près de 7 ans et 3,5 milliards de kilomètres parcourus dans le système solaire sur le dos de Cassini, Huygens s'est posé sur Titan grâce à ses boucliers thermiques et au déploiement correct de ses 2 parachutes le 14 janvier 2005, renvoyant sur Terre des informations et des images d'une qualité jusqu'alors inégalée. Le module scientifique de la surface révèle qu'à cet endroit, sous une croûte dure et mince, le sol a la consistance du sable. Les paysages de Titan présentent des similitudes avec ceux de la Terre. Brouillard, traces de précipitations, érosion, systèmes fluviaux, lacs asséchés, paysages côtiers et chapelets d'îles. Les processus physiques qui ont façonné Titan sont très proches de ceux qui ont modelé la Terre. En revanche, les matériaux sont plus exotiques, puisque l'eau y est remplacée par du méthane qui peut exister sous forme liquide ou gazeux à la surface de Titan. Quand il pleut, ce sont des précipitations de méthane, mais il y a des traces d'hydrocarbures qui y déposent sur le sol des substances provenant de l'atmosphère. D'après ces informations, Titan possède donc bien une atmosphère uniforme, faite de différents gaz, méthane, azote, et au sol une activité cryovolcanique et du méthane liquide en abondance sous forme de rivières et de lacs. Sur son sol gelé à moins 180 degrés, d'après des mesures sur place, se trouvent d'innombrables galets de glace, parfois aussi volumineux que des automobiles. On doit aussi à cette mission la découverte du lac Ontario, un lac d'éthane liquide qui est le premier endroit du système solaire hors de la Terre où du liquide a été détecté en surface. L'atterrissage lui-même soulève quelques questions. La sonde devait sortir de la brume à une altitude comprise entre 50 et 70 km. En fait, Huygens a commencé à émerger des nuages à 30 km seulement au-dessus de la surface. Cela pourrait signifier un changement dans le sens des vents à cette altitude. Les sons enregistrés lorsque la sonde s'est posée laissent penser qu'elle a atteint une surface plus ou moins boueuse. Avec une distance orbitale d'1,2 million de kilomètres, c'est la deuxième plus grande lune, la plus éloignée de Saturne et effectue une seule orbite tous les 16 jours. Comme Europe et Ganymède, on pense que Titan possède un océan souterrain fait d'eau mélangée à de l'ammoniac qui peut éclater à la surface de la Lune et conduire à un cryovolcanisme. La présence de cet océan ainsi que de l'environnement prébiotique sur Titan a conduit certains à suggérer que la vie pourrait y exister. Une telle vie pourrait prendre la forme de microbes ou d'extrémophiles dans les océans intérieurs ou pourrait prendre la forme encore plus extrême de formes de vie méthanogène. Comme cela a été suggéré, la vie pourrait exister dans les lacs de méthane liquide de Titan, tout comme les organismes sur Terre vivent dans l'eau. De tels organismes inhaleraient du dihydrogène H2 à la place de l'oxygène gazeux O2, le métaboliseraient avec de l'acétylène au lieu du glucose, puis expireraient du méthane au lieu du dioxyde de carbone. Japet. Avec un diamètre de 1470 km et une masse de 18 10 puissance 20 kg, Japet est la troisième plus grosse lune de Saturne. Et à une distance de 3,5 millions de kilomètres de Saturne, c'est la plus éloignée des grandes lunes et elle met 79 jours pour accomplir une seule orbite. En raison de sa couleur et de sa composition inhabituelle, son hémisphère principal est sombre et noir, tandis que son hémisphère arrière est beaucoup plus brillant. Elle est souvent appelée le yin et le yang des lunes de Saturne. La sonde spatiale Cassini permet de trouver une réponse à cette énigme vieille de plusieurs siècles. Ces instruments fonctionnant dans l'infrarouge découvrent que Phoebe est à l'origine d'un anneau formé par des débris arrachés à la Lune par les impacts de météorites. Très ténu, cet anneau n'est pas découvert par les astronomes effectuant leurs observations depuis la Terre. Japet, circulant dans la région de cet anneau, accumule sur la surface avant, tourné dans la direction de son déplacement, les matériaux issus de Phoebe qui lui donnent sa couleur sombre.
Bien qu'elle soit la troisième plus grande lune de Saturne, Japet orbite beaucoup plus loin de Saturne que Titan. Comme beaucoup de lunes de Saturne, en particulier Thétis, Mimas et Rhea, Japet a une faible densité, ce qui indique qu'elle est principalement composée de glace d'eau et d'environ 20% de roches. Mais contrairement à la plupart des plus grandes lunes de Saturne, sa forme générale n'est ni sphérique ni ellipsoïde, mais se comporte de pôles aplatis d'une taille bombée. Sa crête équatoriale large et inhabituelle, haute, contribue également à sa forme disproportionnée. Pour cette raison, Japet est la plus grande lune connue à ne pas avoir atteint l'équilibre hydrostatique. Phoébé. Phoébé, la plus éloignée des lunes de taille significative, elle se trouve à 13 millions de kilomètres de Saturne. Elle circule sur une orbite rétrograde avec une inclinaison quasi polaire à 173 degrés. De forme sphérique irrégulière, elle a un diamètre d'environ 220 km et est très sombre. Les seules images antérieures à la mission Cassini sont prises par Voyager 2 en 1981. Cassini survole une seule fois la Lune car elle est située à l'extérieur de l'orbite de la sonde spatiale. Le 14 juin 2004, Cassini passe à 2068 km de Phoébé et parvient à photographier pratiquement toute sa surface grâce à les vitesses de rotation de la Lune. Celle-ci présente une surface très sombre, couverte de cratères qui ont pour certains 80 km avec des parois pouvant atteindre 16 km de haut. Phoébé est sans doute une protoplanète aux caractéristiques proches de Pluton qui se forme dans la ceinture de Kuiper au tout début de l'histoire du système solaire. Elle subit un processus de différenciation planétaire au début de son existence. Après s'être refroidie, sa surface est martelée par les impacts, lui donnant sa forme irrégulière actuelle. Elle est par la suite capturée par la planète de Saturne. Hyperion. Cassini fournit les premières observations détaillées d'Hyperion, le plus grand des satellites irréguliers, c'est-à-dire non sphériques du système solaire. Voyager 2, qui l'a survolé en 1980 à grande distance, a toutefois permis de dresser un premier portrait de cette lune en forme de patate. Couverte de cratères profonds et présentant un axe de rotation chaotique, résultant sans doute de la destruction d'un corps céleste d'une taille plus importante. Les photos spectaculaires prises par Cassini montrent un monde évoquant une éponge. Les cratères très profonds qui criblent sa surface pratiquement sans trace d'éjecta sont liés sans doute à la très grande porosité et à la faible densité de la Lune. Le bombardement des météorites n'a pas éjecté les matériaux mais les a comprimés. Les parois des cratères sont brillants, trahissant la présence de glace d'eau. Le fond des cratères est par contre sombre et rougeâtre car la température très basse de moins 180 degrés entraîne la sublimation des matériaux volatiles et l'accumulation de matériaux plus sombres. La faible albédo d'Hyperion serait due à la présence de dioxyde de carbone et d'autres hydrocarbures dont du méthane échappé de Titan. La mission Cassini-Huygens a permis de découvrir fin 2012 une dizaine de nouvelles lunes de petite taille, moins de 10 km de diamètre, qui se sont ajoutées à la cinquantaine des lunes connues ou découvertes ces dernières années à l'aide de télescopes basés sur Terre. Uranus. Uranus n'est pas la plus grande ni la plus propice à abriter la vie, ni la plus médiatique des planètes du système solaire. Pourtant, la géante gazeuse glacée possède son lot de curiosités et beaucoup reste encore à découvrir sur sa nature. Uranus est avec Neptune la seule représentante des planètes géantes glacées de notre système solaire. Elle est située à environ 3 milliards de kilomètres de notre étoile, en 7e position par rapport au Soleil. L'atmosphère est principalement faite d'hydrogène à 83% et d'hélium à 15%. Cette atmosphère entoure un manteau de composants volatiles, d'eau, d'ammoniac et de méthane. En dépit de leur état entre liquide et solide, ces derniers sont appelés glaces, d'où la dénomination de géante glacée d'Uranus. Enfin, la planète possède en son centre un noyau de la taille de la Terre, formé de roches silicatées de fer et de nickel. Les géantes glacées ont une masse bien inférieure à celle de Jupiter ou Saturne, mais représentent tout de même l'équivalent de 10 à 50 masses terrestres. Uranus est par exemple 14,5 fois plus massif que la Terre. Mais seulement 20% de cette masse correspond à de l'hydrogène, alors que dans le cas de Saturne ou de Jupiter, l'hydrogène représente 90% de leur masse. Une part importante de la masse d'Uranus est en fait stockée dans ces glaces. Voyager 2, lancé par l'agence spatiale américaine avec sa jumelle Voyager 1 pour étudier les planètes du système solaire externe, est à ce jour la seule sonde à avoir survolé Uranus. C'était en 1986 pendant un peu plus de 5h30. Voyager 2 est passé à 80 000 km d'altitude au plus près de la planète et a mis en lumière un astre sans distinction particulière, en lumière visible mais aux nombreuses spécificités. Voyager 2 a notamment permis de recueillir des indices afin d'expliquer pourquoi la planète Uranus est couchée sur son orbite.
En effet, contrairement aux autres planètes dont l'axe de rotation est perpendiculaire à leurs orbites autour du Soleil, celui d'Uranus est pratiquement inclus dans son plan de révolution autour de notre étoile. La planète roule donc sur son orbite et présente alternativement son pôle nord puis son pôle sud au Soleil, une caractéristique unique dans le système solaire. D'après une étude, cette inclinaison s'expliquerait par un impact il y a 4 milliards d'années avec un objet céleste massif qui mesurerait 2 fois la taille de la Terre, une protoplanète. Cette collision pourrait également expliquer la très faible température de l'atmosphère d'Uranus. Les débris de l'objet ayant impacté la planète auraient ensuite formé une coquille dans la basse atmosphère, empêchant la chaleur du centre de se déplacer vers la haute atmosphère. D'autres théories font effet d'un basculement progressif de l'ensemble du système d'Uranus dû à la présence d'un satellite environ 100 fois moins massif que la planète et aujourd'hui disparu. À ce jour, la question de l'inclinaison de l'axe de rotation reste en suspens. Voyager 2 a aussi découvert 10 lunes, toutes de diamètre inférieur à 150 km, en plus des 5 déjà connues à la fin des années 1970. Elle a également mis en évidence la présence d'un champ magnétique d'intensité similaire à celui de la Terre. Enfin, la sonde a montré que les 9 anneaux d'Uranus déjà découverts à l'époque ne se sont pas formés en même temps que la planète, mais bien après. Comme dit avant, la planète n'a été visitée et étudiée à courte distance que par une seule sonde spatiale, Voyager 2 en 1986, qui est donc la source de la majorité des informations connues sur la planète. L'objectif principal de la mission Voyager étant l'étude des systèmes de Jupiter et Saturne, le survol d'Uranus n'est rendu possible que parce que ceux-ci se sont parfaitement déroulés auparavant. La sonde a étudié la structure et la composition chimique de l'atmosphère d'Uranus, y compris son climat unique causé par son inclinaison axiale de 97 degrés. En examinant les 9 anneaux d'Uranus, elle en découvre 2 autres et a permis d'établir que leur apparition est relativement récente. Voyager 1, elle, n'a pas pu visiter Uranus car l'enquête sur une des lunes de Saturne, Titan, était considérée comme une priorité. Cette trajectoire a ensuite fait sortir la sonde du plan de l'écliptique, mettant fin à sa mission de planétologie. Depuis Voyager 2, plusieurs missions en direction d'Uranus ont été pensées. Toutefois, pour des raisons budgétaires, aucune ne s'est encore concrétisée. Tout comme Uranus, Neptune est une géante glacée, planète la plus éloignée de notre Soleil. Elle est le siège des tempêtes les plus violentes du système solaire. Teinte bleu azur d'origine inconnue, puis de diamants, Neptune recèle d'incroyables richesses. Sa composition interne est similaire à celle d'Uranus. Neptune serait pourvu d'un noyau rocheux de fer et de silicate, lui-même entouré d'eau, de méthane et d'hydrocarbures dans différents états, allant de solide à liquide. Une atmosphère d'hydrogène, d'hélium et de méthane entourerait le tout. L'atmosphère de Neptune se compose principalement d'hydrogène à 84%, d'hélium à 12% et de méthane à 1,5%, avec quelques traces d'ammoniac, d'éthane et d'acétylène. C'est le méthane qui absorbe la lumière dans les longueurs d'onde du rouge et fait apparaître Neptune en bleu. Mais le bleu si particulier de Neptune se rapproche de l'azur. Le méthane seul ne peut pas être responsable d'une telle teinte. Avec seulement du méthane, Neptune serait bleu-vert comme Uranus. D'autres éléments chimiques encore inconnus sont donc responsables de cette couleur caractéristique. Voyager 2 est la première et unique sonde spatiale à avoir visité Neptune et source de la majorité des connaissances actuelles de la planète. La trajectoire à travers le système neptunien est mise au point une fois le survol d'Uranus et de ses lunes accompli. Comme il doit s'agir du dernier passage de Voyager 2 près d'une planète, il n'existe pas de contraintes sur la manière de sortie du système planétaire et plusieurs choix sont possibles. L'équipe scientifique opte donc pour un passage à faible distance du pôle nord de Neptune, ce qui permettra d'utiliser l'assistance gravitationnelle de la planète pour faire plonger la sonde sous l'écliptique pour un survol rapproché de Triton, la principale lune de Neptune, quelles que soient les conséquences de la trajectoire, de façon similaire à ce qui a été fait pour Voyager 1 avec Saturne et sa lune Titan. Les premières observations sont effectuées à partir de mars 1989, soit 90 jours avant le passage au plus près de Neptune et près de 3 ans après le survol d'Uranus. Elles permettent de découvrir les anneaux de Neptune dont l'existence n'avait jusque-là jamais été prouvée. Ils sont composés de particules très fines qui ne permettent pas leurs observations depuis la Terre. Un champ magnétique est détecté, il est décalé du centre géologique et incliné comme celui d'Uranus, mais d'intensité beaucoup plus faible. Au cours de la traversée du système neptunien, 6 nouvelles lunes en comptant Larissa sont découvertes.
Compte tenu de l'éloignement de Voyager 2, il est difficile d'envoyer à temps de nouvelles instructions pour l'observation de ces deux nouveaux corps célestes. Seule Proté, 400 km de diamètre, est découverte suffisamment tôt pour programmer des observations détaillées. En effet, les signaux de la sonde nécessitaient 246 minutes pour atteindre la Terre, et la mission Voyager 2 reposait uniquement sur des commandes préchargées. Lors du survol de Neptune, Voyager 2 passe à 4950 km du pôle nord de la planète. L'atmosphère de Neptune est analysée. Malgré le peu d'énergie solaire reçue du fait de son éloignement, seuls 3% de ce que reçoit Jupiter, une dynamique atmosphérique est observée avec des manifestations comme la grande tache sombre et des nuages. Des vents se déplaçant à plus de 2000 km/h sont mesurés. L'étude du champ magnétique permet de déterminer que la durée d'une rotation est de 16 heures. Le survol fournit également la première mesure précise de la masse de Neptune qui s'est avérée inférieure de 0,5% à celle calculée précédemment. Cette nouvelle valeur a alors permis de réfuter l'hypothèse selon laquelle une planète X non découverte agissait sur les orbites de Neptune et d'Uranus. Voyager 2 passe à un peu moins de 40 000 km de Triton et peut recueillir des données très précises sur cette lune. La communauté scientifique estimait à l'époque que le diamètre de Triton était compris entre 3800 et 5000 km. La sonde permet de ramener ce chiffre à 2760 km. Très peu de cratères sont observés, ce qui est expliqué par le volcanisme dont des manifestations sous forme de traces laissées par des geysers sont observées au pôle. Une atmosphère ténue d'environ 1% de celle de la Terre, résultant sans doute de cette activité, est détectée par Voyager 2. La température de la surface de Triton de moins 235 degrés est la plus froide jamais détectée sur un corps céleste du système solaire. Contrairement à toutes les autres grandes lunes du système solaire, Triton tourne autour de Neptune dans le sens des aiguilles d'une montre vue de dessus. Triton n'a donc pas pu être formé en même temps que la planète à partir du même disque d'accrétion, mais a dû être capturé par Neptune. Triton proviendrait en réalité de la ceinture de Kuiper. Dans les profondeurs de Neptune, la pression peut atteindre les 600 gigapascales avec une température à plus de 7000 degrés. Dans de telles conditions, le carbone contenu dans les hydrocarbures de la planète pourrait alors se transformer en diamant. En 2017, des scientifiques ont d'ailleurs prouvé la faisabilité de cette réaction chimique. Les petits diamants formés dans la couche intermédiaire de Neptune tomberaient ensuite vers le noyau, donnant naissance à une pluie de nanodiamants. Le devenir de ces pierres précieuses neptuniennes est encore mal connu. Enveloppe solide de diamants autour du noyau, mer d'hydrocarbures parsemée d'icebergs en diamant, à vous de choisir. Après avoir traversé le système planétaire de Neptune, Voyager 2 quitte l'écliptique avec un angle de moins 30 degrés. La plateforme orientable portant une partie des instruments est désactivée, mais certains des instruments restants continuent à recueillir des données sur l'environnement. Voyager 2 franchit les limites du choc terminal du Soleil en août 2007 à 84 unités astronomiques du Soleil et quitte définitivement le système solaire magnétique délimité par l'héliopause en novembre 2018. La sonde se dirige vers les constellations du Sagittaire et du Paon. Dans environ 40 000 ans, Voyager 2 doit passer à une distance de 1,7 années-lumière de l'étoile rose 2048 située dans la constellation d'Andromède. La NASA a longtemps réfléchi à une mission d'étude simultanée d'Uranus et de Neptune, mais pour des raisons budgétaires, une seule des deux planètes à la fois devrait pouvoir être explorée. Des observations d'Hubble en 2017 ont montré une activité insoupçonnée chez Uranus, d'où une première attirance pour cette géante glacée. Toutefois, l'intérêt scientifique pour la lune neptunienne Triton, siège d'un volcanisme actif, a pris le dessus. C'est donc vers Neptune que devrait s'élancer la prochaine mission d'envergure dédiée à l'étude d'une planète externe. La sonde devra survoler Jupiter pour bénéficier de son assistance gravitationnelle, ce qui ne peut se produire que tous les 12 ans dans un alignement des planètes bien spécifiques. La prochaine fenêtre de tir est ainsi prévue pour 2028-2030, avec une arrivée autour de Neptune aux alentours de 2043. Pluton. 9e planète du système solaire jusqu'en 2006, la planète naine a toujours été un objectif difficile pour l'exploration spatiale. En cause sa grande distance la séparant de la Terre de presque 5 milliards de kilomètres, mais aussi sa forte inclinaison de son orbite de 17 degrés par rapport à l'écliptique et sa très faible masse. Mais le 14 juillet 2015, arrivant plus près de Pluton, les cartes sont rebattues avec la sonde New Horizons.
Pluton est un objet transneptunien qui présente la particularité de former avec sa lune Charon un système double. Les scientifiques s'attendaient à trouver un monde aux caractéristiques communes. Les premières observations vont bien au-delà des espérances attendues. Pluton comme Charon présente des surfaces jeunes, pratiquement dépourvues de cratères, avec des structures apparentes à la fois originales et diversifiées. Pluton est une planète encore active sur le plan géologique, avec des montagnes de glace d'eau de plus de 3 km de haut. Les premières photos de Pluton prises par la sonde spatiale montrent une région très brillante au niveau d'un pôle, une bande sombre au niveau de l'équateur et... Le diamètre de Pluton est mesuré avec une précision améliorée et évalué à 2370 km. Pluton est doté d'une calotte polaire composée de glace de méthane et d'azote. Les zones sombres ont une composition très différente des calottes polaires avec une présence de méthane beaucoup plus faible. Pluton est une planète avec des types de terrain très variés présentant certaines caractéristiques apparentes de Japet, satellite de Saturne, et de Triton, satellite de Neptune. La surface est dépourvue de cratères d'impact et donc sans doute jeune, c'est-à-dire moins de 100 millions d'années. Les montagnes culminant à plus de 3000 mètres ne peuvent pas être composées de glace de méthane, de monoxyde de carbone ou d'azote, car ces matériaux ne sont pas assez résistants pour former des sommets aussi élevés. Elles sont sans doute constituées de glace d'eau qui forment le manteau de la planète naine. Les reliefs de ce type n'ont jusqu'à présent été observés que sur les satellites glacés des planètes gazeuses et résultent des forces de marée générées par ces deux planètes géantes. Ici, un mécanisme différent est à l'œuvre, mais il reste encore inconnu. Les scientifiques excluent l'influence des forces de marée générées par Charon compte tenu de sa taille. Deux pistes sont évoquées. La désintégration des matières radioactives comme le thorium ou l'uranium présents dans les silicates, qui jouent encore un rôle dans le cas de la Terre, mais dont l'influence est considérée habituellement comme négligeable après 4 milliards d'années sur des mondes de la taille de Pluton. L'autre explication suppose l'existence d'un océan sous le manteau glacé qui, en perdant sa chaleur latente, serait à l'origine des mouvements de la surface. La présence d'une atmosphère sur Pluton est connue depuis 1988. Les instruments de New Horizons ont confirmé que le taux d'échappement atmosphérique de l'atmosphère de Pluton est particulièrement élevé. Le vent solaire est sans doute à l'origine du processus, entraînant les particules ionisées de l'atmosphère plutonienne, non protégées faute de champ magnétique, vers l'espace interplanétaire. Les scientifiques estiment, d'après les données collectées par les instruments de New Horizons, que le taux d'échappement est 500 fois plus élevé que celui de la planète Mars. L'atmosphère étant continuellement reconstituée par la sublimation de matériaux de la surface de la planète naine, ce processus aurait entraîné depuis la formation de Pluton une réduction de son diamètre de 6 km. Du fait de l'orbite elliptique de Pluton, au fur et à mesure que celle-ci s'éloigne du Soleil, son atmosphère se refroidit, puis se condense et est précipitée sur le sol, sous forme de glace, entraînant finalement sa disparition totale jusqu'à ce que la planète se rapproche de nouveau de son astre. Une photo prise au moment de l'occultation du Soleil par Pluton a permis de mettre en évidence la présence de brumes jusqu'à une altitude de 130 km. La même photo permet de distinguer deux couches atmosphériques aux caractéristiques distinctes. Charon comme Pluton montre une surface jeune comportant peu de cratères avec de nombreuses formations semblant indiquer qu'elle est géologiquement active malgré sa petite taille. Un canyon de 6 à 10 km de profondeur et d'une grande largeur est visible près du pôle. Une série de falaises et de dépressions se succèdent du nord-est au sud-ouest sur plus de 1000 km, qui a pu être créé par un processus interne. En dessous de ces formations, un terrain pratiquement sans relief et faiblement cratérisé semble indiquer qu'il y a eu un resurfasage récemment. Une région sombre surnommée le Mordor couvre le pôle et est entourée d'un terrain rougeâtre. La couleur sombre pourrait être due à une fine couche de matériaux, car un terrain plus clair apparaît à l'emplacement des cratères visibles. Un gros plan d'une région de la Lune située près du Terminateur montre un terrain très lisse avec des cratères d'impact nettement dessinés et de longues fissures. Ces fissures ressemblent aux crevasses lunaires qui ont pour origine le refroidissement puis la contraction de la lave très fluide qui s'était répandue à sa surface. Une montagne isolée située dans une crevasse intrigue les planétologues car sa formation reste inexpliquée et ce type de formation n'a jamais été observé dans le système solaire. Aucune atmosphère n'a été détectée par la sonde. Pluton possède 5 satellites mais seulement 2 ont été photographiés. Une première image d'hydre comportant quelques pixels a pu être prise. De forme allongée, sa surface est constituée principalement de glace d'eau. Une image également fortement pixelisée de Nix est reconstituée quelques jours après le survol. Elle permet de confirmer la longueur de 40 km et la forme allongée de ce petit satellite.
Le survol de Pluton permet d'affiner les principales caractéristiques des petites lunes de Pluton. L'un des éléments les plus surprenants découverts par la sonde spatiale est que, contrairement à la plupart des satellites des planètes du système solaire, les petites lunes de Pluton ne sont pas en rotation synchrone par rapport à Pluton, c'est-à-dire qu'elles ne présentent pas toujours la même face à la planète naine. En particulier, Hydre, le satellite le plus à l'extérieur, parcourt l'orbite autour de Pluton en 38 jours alors qu'il tourne sur lui-même en 10 heures. Malgré ces caractéristiques, les scientifiques estiment, compte tenu de leurs apparences proches de celles de Charon et de Pluton, que les petites lunes se sont formées à l'intérieur du système plutonien, probablement à la suite de fusion de petits corps résultant eux-mêmes de la fragmentation d'anciennes lunes de Pluton. Après le survol de Pluton, New Horizons traverse la ceinture de Kuiper qui s'étend de 30 à 55 unités astronomiques du Soleil et dont l'étude constitue le deuxième objectif de la mission, laissant derrière elle encore beaucoup de mystères sur la planète naine. La lointaine ceinture de Kuiper est une ceinture d'astéroïdes glacés tournant autour du système solaire. La plupart des planètes naines du système solaire se situent dans cette ceinture. On y trouve par exemple Pluton et sa lune principale Charon. La ceinture commence à 30 unités astronomiques du Soleil et semble se terminer à 55 unités astronomiques. Au-delà, on retrouve une région moins peuplée, mais on y trouve toujours des planètes naines comme Eris et Sedna et des objets plus petits. Seuls 2 objets de la ceinture de Kuiper ont été explorés actuellement grâce à la sonde New Horizons. La sonde a pu prendre quelques photos d'objets relativement proches, par exemple en novembre 2015 et en avril 2016 de Araon, un quasi-satellite de Pluton, ce qui a permis d'avoir quelques précisions physiques comme sa période de rotation. Il était alors à 111 millions de kilomètres de la sonde. À la date du lancement de la mission en 2006, aucun objet transneptunien à portée de New Horizons n'était connu dans la ceinture de Kuiper, compte tenu du peu d'ergols dont la sonde spatiale disposera après la traversée de Pluton. Mais les responsables de la mission tablent sur les découvertes au cours de la décennie qui doit s'écouler entre le lancement et la correction de trajectoire qui devra être effectuée pour diriger la sonde spatiale vers sa deuxième cible, c'est-à-dire la ceinture de Kuiper. Mais au bout de 8 ans de recherche entreprises par les astronomes, aucune cible potentielle n'a été découverte par la communauté des astronomes dans la ceinture de Kuiper. La date limite pour une découverte exploitable se situe au cours de l'été 2014. En effet, pour organiser un rendez-vous, il faut connaître l'orbite de l'objet survolé, ce qui suppose d'effectuer 2 observations à 1 an d'intervalle. La première observation doit donc avoir lieu au plus tard, au cours de l'été 2014, pour permettre de diriger la sonde vers son deuxième objectif après le survol de Pluton en juillet 2015. La découverte d'un objet transneptunien à portée de la sonde spatiale n'est pas facile car les objets de la ceinture de Kuiper ne sont pas très nombreux, environ 1000 découvertes dans un volume d'espace énorme, et sont très difficiles à détecter, du fait de leur petite taille et de leurs éloignements, quelques dizaines d'unités astronomiques entre eux. Pourtant, des moyens importants ont été utilisés pour découvrir un objectif entre 2011 et 2013. Une campagne intense d'observation est menée en utilisant les télescopes terrestres les plus puissants. 52 nouveaux objets appartenant à la ceinture de Kuiper sont découverts, mais aucun n'est à la portée de New Horizons. Le plus proche nécessite d'effectuer une manœuvre nécessitant une quantité d'ergols supérieure à la quantité encore disponible dans la sonde. Finalement, en octobre 2014, l'équipe de New Horizons annonce avoir découvert au moins un objectif que la sonde spatiale est certaine de pouvoir survoler, compte tenu des réserves de carburant dont elle dispose. 2 autres cibles potentielles d'un diamètre proche et situées à une distance pratiquement équivalente continuent d'être étudiées. Le recueil des données scientifiques sur l'objet de Kuiper se déroule de la même manière que pour le système plutonien, mais le déroulement du survol est beaucoup plus difficile. En effet, l'orbite est connue avec une précision limitée, ce qui impose des corrections de trajectoire tardives. L'objet de Kuiper est repéré pour la première fois sur des images prises par la caméra de la sonde spatiale le 6 août 2018, alors que la sonde New Horizons se situe à 172 millions de kilomètres de son objectif. New Horizons survole Aracot le 1er janvier 2019 à une distance de 3500 km et à une vitesse de 14 km par seconde. Au moment du survol, la Terre se trouvait à 6,62 milliards de kilomètres.
Après 4 heures, les premières données sur le survol nous arrivent. Environ 6,25 gigaoctets ont été enregistrés durant ce bref passage. Compte tenu du débit réduit à 1 kilobit par seconde et de la quantité d'énergie disponible limitée, la transmission de ces données devrait prendre environ 20 mois et durer jusqu'à septembre 2020. D'après une première photo à faible résolution reçue le lendemain matin du survol, Arrokoth est constitué de 2 corps pratiquement sphériques et de taille inégale, soudés l'un à l'autre et ayant la forme d'un bonhomme de neige. Il s'agit d'un exemplaire particulièrement bien préservé de corps binaires à contact. L'impact a dû s'effectuer à faible vitesse de quelques km/h. Ces binaires sont très fréquents parmi les comètes qui partagent la même origine d'Arrokoth. L'ensemble est haut de 33 km pour une largeur de 15 km. Les 2 éléments ont provisoirement été surnommés Ultima pour la plus grosse et Thulé pour la plus petite. La période de rotation mesurée peu avant le survol est d'environ 15 heures. La surface semble dépourvue de cratères de taille importante. La surface d'une couleur rougeâtre similaire à celle de la calotte du pôle nord de Charon, qui est probablement due à la présence de matériaux organiques de type tholline. Les caractéristiques visibles semblent indiquer que cet objet de la ceinture de Kuiper a été créé au tout début de la formation du système solaire et qu'il a conservé ses caractéristiques originelles. La mission New Horizons pourrait se poursuivre jusqu'en 2025, date à laquelle la sonde spatiale aura atteint la distance de 50 à 60 unités astronomiques où se situe la limite externe de la ceinture de Kuiper, au-delà de laquelle on ne trouvera plus que les objets épars dont la densité rend un survol peu probable. L'équipe projet de la mission espère trouver un 3e objectif pour la sonde spatiale dans la ceinture de Kuiper. Cette découverte pourrait être difficile compte tenu des moyens particulièrement importants qu'il a fallu mobiliser pour trouver Arrokoth. Mais la sonde pourrait elle-même détecter l'objet qu'elle pourrait visiter. En analysant ces photos, elle pourrait détecter un objet ayant une luminosité trop faible pour être vu depuis les télescopes terrestres. Ce nouvel objectif doit être découvert dans les quelques années qui viennent avant que la sonde spatiale ne quitte la région dense de la ceinture de Kuiper. En janvier 2018, les équipes de New Horizons et de Voyager se sont rencontrées afin de dresser les bases d'une éventuelle collaboration pour l'observation de l'héliosphère. Les instruments et la position des 3 vaisseaux, Voyager 1 et 2 ainsi que New Horizons, pouvant se compléter au moins jusqu'en 2025 et peut-être même jusqu'en 2027, date à laquelle la quantité d'énergie restante dans les sondes Voyager ne sera plus suffisante pour les maintenir en opération. D'ici 2032, alors que New Horizons sera situé à environ 82 unités astronomiques, la puissance restante dans le vaisseau sera de 150 watts, soit le minimum requis pour la maintenir opérationnelle. S'il est probablement possible de repousser ses limites théoriques, la sonde ne sera définitivement plus opérationnelle lorsqu'elle atteindra la distance de 120 unités astronomiques. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la ceinture de Kuiper ? Déjà, il faut savoir que plus un objet est éloigné du Soleil, plus il est difficile à détecter car il est moins éclairé et difficile à observer à cause de la distance. À environ 55 unités astronomiques du Soleil, on remarque que le nombre d'objets diminue brutalement. On appelle cette zone la falaise de Kuiper. Cette zone marquerait ainsi la limite extérieure de la ceinture. Mais au-delà, l'espace n'est pas vide. D'autres objets existent dans cette région lointaine que l'on appelle le disque épars, y compris des planètes naines dont Eris qui fait environ la même taille que Pluton et Sedna. Eris se situe actuellement à environ 95 unités astronomiques du Soleil, mais son orbite la ramènera dans la ceinture de Kuiper dans quelques centaines d'années avant de repartir à nouveau. Sedna, elle, fait partie d'une autre catégorie d'objets, les objets détachés. Actuellement située à 85 unités astronomiques du Soleil, Sedna passera à 76 unités astronomiques vers 2080, puis partira jusqu'à une distance de 950 unités astronomiques du Soleil, soit 10 fois plus loin qu'Eris. On connaît des objets plus petits qui vont encore plus loin jusqu'à 3000 unités astronomiques. Au-delà, aux alentours de 20 000 unités astronomiques, se trouve le nuage d'Oort, constitué de milliards de comètes. On ne l'a jamais observé car elle est trop loin, mais son existence est quasi certaine, car certaines comètes viennent de distances très éloignées. On ne sait pas où il s'arrête, mais le nuage d'Oort pourrait aller jusqu'à 100 000 unités astronomiques, soit plus d'une année-lumière, ce qui donne une idée de la grandeur de l'univers. Voilà, si ce n'est toujours pas fait, vous pouvez vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo. Si on se retrouve d'ici quelques jours pour une future vidéo sur Orbinea, allez bye!